Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire en série où aujourd'hui j'ai la chance de commencer cette saison avec Paul Verret. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas. Alors Paul, vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes venu déjà présenter en français des séries indiennes principalement. Alors aujourd'hui on va changer un petit peu de style parce que la dernière fois on était plutôt dans le gore. Aujourd'hui on va aller dans l'univers des Marvel. Mais avant ça je vais vous représenter parce que vous êtes Paul, maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne, donc en ce qui est littérature anglophone, dont vous avez aussi par ailleurs participé à notre podcast Histoire en série en VO anglais à ce titre-là. Et vous êtes spécialiste de toutes les littératures, on va dire, du sous-continent indien au sens large, de l'Inde, mais aussi du Pakistan. Et aujourd'hui, on va essayer de justement s'intéresser, on va quitter un peu l'Inde, mais on va rester dans plutôt le côté musulman avec une héroïne, une super-héroïne, c'est Miss Marvel, qui a été disponible cette année, 2022, sur Disney+. Alors justement, peut-être pour commencer, Paul, faire le synopsis et puis nous expliquer ce choix qui, de prime abord, pourrait paraître bizarre dans votre spécialité, mais on verra dans l'émission que ça ne l'est pas du tout. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. En effet, ce qu'il y a de tout à fait intéressant avec cette série qui fait partie de ce qu'on appelle le MCU, le Marvel Cinematic Universe, c'est qu'on a là la présentation d'un personnage musulman, du personnage principal, et non seulement c'est l'héroïne, mais c'est la super-héroïne. Et donc on a, ce qui m'a intéressé, c'est de voir la superposition entre tout l'univers Marvel, à la fois des comics, mais aussi l'univers des films, des séries de films et des séries télévisées, et ça qui se superpose ou auquel se greffe une vision tout à fait intéressante, tout à fait originale, je trouve, qui se démarque un petit peu des autres. C'est la vision de ce personnage d'origine pakistanaise, qui affiche comment dire, sa culture musulmane. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, détonne dans cet environnement assez codé, et en même temps, du point de vue du contexte politique et historique, c'est-à-dire de l'Amérique post-Obama, post-Trump, et c'est-à-dire post-11 septembre, le trauma des attentats et de la guerre en Irak et en Afghanistan, et donc une atmosphère qui entretient quand même beaucoup de ce qu'on appelle islamophobie, ou tout au moins de xénophobie. J'ai trouvé tout à fait intéressant qu'on laisse de la place à ce personnage. À la fois, c'est une jeune femme, donc un personnage féminin fort, qui est un petit peu dans l'air du temps, dans la réécriture des super-héros Marvel, mais aussi, comme je disais, une musulmane qui affiche ses origines pakistanaises, et en particulier, non seulement il y a ce côté culturel, mais ce que je trouve tout à fait original, c'est la présence de l'histoire, la présence du passé. Et ça, il me semble que c'est le point, franchement, qui détonne, le point original dans la série, c'est arriver à intégrer dans un univers très léger, très pop, fun, eh bien, tout le poids de la tragédie de la partition, c'est-à-dire cet événement tragique de l'histoire post-coloniale du sous-continent indien.
Alors justement, Paul, hein, on va peut-être continuer dans tout ce qui est la genèse de cette série en regardant peut-être ensemble cette super-héroïne musulmane qui, vous l'avez dit, elle qui t'étonne, on n'est pas habitué à voir ça, et surtout peut-être dans ce style des comics. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être comment on est passé, la genèse hein, finalement, du comics jusqu'à la série qui vient de sortir sur Disney+. Alors, le personnage de Miss Marvel existe déjà et le personnage a été réécrit régulièrement. Et c'est son dernier avatar qui est apparu en 2014. Les trois auteurs, puisque le travail sur les comics se fait en équipe, trois auteurs ont réécrit Miss Marvel pour en faire un personnage, donc pour en faire une pakistanaise, une jeune héroïne d'origine pakistanaise, descendante d'immigrants pakistanais de deuxième génération installés dans le New Jersey, à Jersey City, c'est-à-dire un endroit qui est typiquement la banlieue de la côte est américaine. Donc 2014, c'est assez intéressant. Ça correspond peut-être à une époque où on est un petit peu plus, où l'Amérique se veut voilà, ouvertement multiculturelle. Et donc, on veut retranscrire dès le départ, on veut retranscrire une expérience pakistanaise de la banlieue américaine. Et c'est une de ces trois auteurs, Sana Amanat, qui est une autrice aguerrie de l'équipe des comics Marvel. C'est vraiment elle qui est la rédactrice de ce personnage et qui vraiment le réécrit dans cette dimension tout à fait originale. Et on peut dire que pour reprendre un petit peu les problématiques postcoloniales, on peut dire qu'elle tropicalise en quelque sorte une partie de cet univers Marvel. Alors, Miss Marvel, comme son nom l'indique, c'est au départ, si vous voulez, ce type de personnage, c'est une jeune, c'est une adolescente. Et donc, il y a toujours quelque chose du rite de passage dans ces histoires. C'est une adolescente et qui est fan de l'univers Marvel. Donc, c'est au départ très auto-citationnel. Et elle est admiratrice de Captain Marvel. Donc, c'est l'univers Marvel où existent ces super-héros. Et dans les comics, elle découvre qu'elle a des super-pouvoirs. Dans son adaptation télévisée, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment, dès le départ, dans l'écriture du comics, du roman graphique, cette idée, pour citer Sana Amanat, l'autrice principale, la grande idée, je cite, derrière Miss Marvel, était de représenter des minorités, et l'idée derrière était de trouver son soi authentique. C'est-à-dire, c'est tout à fait intéressant. Il y a une volonté au départ de presque documentaire de retranscrire quelque chose d'authentique, de véritable, mais dans cet univers très codé, très particulier. Alors, le personnage de Miss Marvel, cette nouvelle Miss Marvel de 2014, elle s'appelle Kamala Khan, qui est un nom typiquement, typique du sous-continent indien. Khan est un nom qui l'identifie comme musulmane. Et donc, Sana Amanat a bien expliqué que Kamala Khan était vraiment semblable à ce qu'elle avait vécu dans son adolescence, c'est-à-dire tout était centré sur les difficultés d'intégration. Et on retrouve dans ce récit, si vous voulez, ce récit fondateur, dans la création du personnage, toujours cette même problématique dans les populations dans les minorités, donc ce qu'on appelle les minorités ethniques aux États-Unis, confrontées à la question du melting pot, c'est-à-dire toujours cette conciliation entre une identité particulière, une religion qui peut paraître comme ça un peu alien, un petit peu étrangère, et comment on se réconcilie avec la société américaine. Donc, cette espèce de va-et-vient entre la culture traditionnelle
pakistanaise, et également quelque chose qui est commun aux sociétés du sous-continent indien, l'importance de la famille, l'importance des traditions et tous les rites qui sont liés, les rites de passage, la présence de la mosquée, euh, et également tout ce qui est autour du mariage, de l'importance de l'idée qu'on se fait de l'honneur, et en particulier l'honneur de ses filles. Euh, voilà. Et comment ça se passe dans la société américaine qui a aussi ses propres rituels, et c'est bien montré dans, par exemple, on insiste beaucoup sur la vie de Kamala Khan, dans son lycée typique de l'Amérique contemporaine, avec ses fêtes, ses bals, etc. Et donc, également, l'autre élément important, c'est ce nouveau féminisme qui n'a pas peur d'intégrer l'aspect traditionnel, l'aspect tout ce qui marque l'identité religieuse, et en même temps avec un personnage féminin fort. Et je cite à nouveau, elle voulait faire de Kamala Khan une héroïne, une super-héroïne belle et forte, et en même temps à laquelle tout le monde puisse s'identifier. C'était vraiment ça au départ. Donc on a, si vous voulez, quelque chose de à la fois très déjà codé, qui correspond à un type de personnage. Donc la super-héroïne, c'est cette dimension empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir. Elle n'a pas peur des hommes, elle se bat, elle n'est pas là pour séduire, elle n'a pas besoin d'être défendue par un homme. Et en même temps, il y a cette identité, la dimension musulmane, la dimension pakistanaise qui est tout à fait présente. Donc c'est à la fois quelque chose de quasi révolutionnaire, quelque chose qui n'était pas peut-être pas tout à fait attendu, et en même temps ça correspond, si on regarde bien, à une évolution assez logique des personnages, car je pense qu'on a une filiation, il y a plusieurs filiations que l'on pourrait retrouver derrière ce personnage de Miss Marvel. Alors, Paul Verret, on voit bien, hein, effectivement, tout ce que vous nous dites à l'instant, c'est très intéressant parce que ça permet de voir toute cette historique, vous l'avez dit, tous ces rappels-là. Et c'est aussi intéressant parce qu'on est sur ce qu'on aurait pu appeler aussi une teen série, quelque part, cette idée que c'est une série où il y a ce sorte de rituel de passage à l'âge adulte qui est très intéressant, avec, vous l'avez dit, quelque chose auquel on n'est pas habitué, c'est vraiment ce choc des cultures. Voilà, tout à fait. Mais j'ai quand même l'impression que quand on est un petit peu familier de séries que l'on peut trouver pas seulement sur Disney, Disney+, mais aussi la plateforme Netflix ou bien encore Hulu, on peut trouver déjà, toujours dans cette idée très, comment dire, c'est un trope sériel ou cinématographique très courant. C'est cette idée de passage à l'âge adulte, et en même temps de grand écart culturel, en particulier avec des personnages ou des situations, des familles originaires du sous-continent indien, ou tout au moins de la sphère musulmane. Je pense en particulier, mais je pense qu'il y aurait d'autres exemples. Je pense à deux exemples qui sont tout à fait intéressants, qui ont eu beaucoup de succès également. Une série qui s'appelle Rami, du nom du personnage, qui décrit les tribulations d'un fils d'immigrés égyptiens dans le New Jersey. Donc on retrouve c'est intéressant, tout le même espace, là, cette banlieue du New Jersey. Et c'est un musulman égyptien, et enfin d'origine égyptienne, et c'est traité pareil sur le mode tragicomique du malentendu, du grand écart, de l'incompréhension. Ce garçon veut vivre à la mode américaine, mais ses parents lui rappellent qu'il
doit obéir à sa famille, respecter certaines traditions et être un bon musulman. Et c'est cette tension que l'on retrouve dans Rami et qui illustre de façon tout à fait originale un des aspects du multiculturalisme américain, à la limite, ce multiculturalisme malgré lui. Et ces espaces comme ça, à la fois de résistance culturelle, d'intégration, de négociation de l'espace et de négociation de l'identité. Donc voilà, je pense que Rami comment dire, un symptôme assez intéressant de cette représentation, de cette nouvelle représentation, de ces nouveaux personnages inédits de musulmans dans l'Amérique contemporaine. Et ce qui est aussi tout à fait, je dirais, novateur, c'est que il ne faut pas oublier que ça se passe 20 ans après, quasiment un peu moins de quinzaine d'années, 20 ans après le 11 septembre, qui a vraiment été un traumatisme pour la société américaine et pour la politique américaine, dans un environnement quand même très largement islamophobe. Et les représentations traditionnelles des personnages musulmans sont des personnages qui menacent l'identité américaine. Ce qui vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est la série Homeland, adaptée de la série israélienne Hatoufim. Homeland, qui est vraiment une représentation assez paranoïaque du musulman qui voit donc un soldat américain, il devient musulman, donc il menace l'intégrité américaine, du sol américain, de la société américaine, de la patrie. Là, pas du tout. Ce sont des gens qui veulent s'intégrer, qui ne sont pas du tout menaçants, ils vivent leur vie et ça s'intègre dans un récit de vie qui ressemble à celui, avant eux, des Italo-Américains, des Sino-Américains. Voilà, c'est cette espèce de parcours dans lequel ils s'intègrent. On retrouve aussi, plus récent, une série comique qui s'appelle Never Have I Ever, qui me fait un petit peu penser aussi à Miss Marvel. C'est une série qui est écrite par la comique d'origine indienne Mindy Kaling, qui s'est illustrée dans la série des années 2000, The Office, dans son adaptation américaine. Pareil, c'est un récit initiatique d'une fille d'immigrés indienne, donc deuxième génération, et on voit tous les clichés de la famille indienne et en même temps une famille, comment dire, assez matriarcale, avec la présence de ces femmes, ce qu'on appelle les aunties, les tantes, un petit peu lourdes, qui veulent toujours marier les filles, les petites nièces qui sont autour d'elles, et en même temps représentation des traditions, là en l'occurrence hindoues, importance des rituels, l'attachement à la communauté par le temple, par la religion. Et donc c'est vraiment cette volonté qu'on voit dans cette série, donc plutôt, enfin même tout à fait comique, Never Have I Ever, d'inscrire les immigrants issus du sous-continent indien dans ce qu'on appelle les Asians, dans ce sens anglo-américain des Asians, c'est-à-dire tout ce qui est issu du sous-continent et qui inclut également tous les Chinois, les Vietnamiens, les Coréens, au sens très large, et qui partagent des valeurs traditionnelles, des valeurs familiales. Donc, si vous voulez, c'est présenter ces familles comme étant, comment dire, représentants de minorité ethnique positive, pas du tout menaçante. Donc, c'est tout à fait intéressant. Ce qu'on retrouve également beaucoup dans Miss Marvel, on retrouve ça, c'est-à-dire l'importance des liens familiaux, toute la présence d'une vie associative, vie sociale, communautaire autour de la mosquée. Et en gros, c'est une normalisation de l'islam. On voit des scènes de gens, de femmes, d'hommes qui prient à la mosquée, et je parle de la série Miss Marvel, et c'est présenté de façon non menaçante, c'est normal. Et ça, c'est un aspect, je pense, qui est tout à fait intéressant et tout à fait original, c'est-à-dire que ce sont des Américains avant tout, et ils sont musulmans, et ils prient dans une mosquée,
et prononce et prie donc forcément en arabe, mais voilà, ça fait partie du tissu culturel, multiculturel américain. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant dans l'écriture de ce personnage et dans le passage ensuite à la série, il faut souligner aussi que la série en version dans sa version comics, roman graphique, a été un immense succès. J'ai lu quelque part qu'environ 500 000 exemplaires s'étaient écoulés en 5 ans, 500 000 exemplaires papier, c'est-à-dire sans parler des téléchargements numériques, et, et parfois quelques numéros qui étaient uniquement consacrés à Miss Marvel étaient les plus gros numéros vendus de l'univers Marvel, donc des romans graphiques. Donc, lorsque Disney a décidé de cette adaptation, ils savaient qu'ils avaient déjà en gros une poule aux œufs d'or. Et donc, ça marche bien sur cette problématique à la fois d'identification, c'est une jeune américaine, et en même temps, il y a une altérité, on découvre quelque chose on découvre une vision différente. Sa différence, elle est pakistanaise et elle est musulmane. Et c'est à la fois, c'est très curieux. Les producteurs, les auteurs insistaient bien en disant « she's you, she's us ». C'est-à-dire, c'est vous, c'est nous, Kamala. Voilà. À la fois cette volonté d'afficher sa différence et en même temps de la normaliser, d'insister sur la normalisation de cette présence de la communauté pakistanaise, d'origine pakistanaise, de la communauté musulmane. Alors c'est quelque chose qui correspond à une réalité. On retrouve en particulier à New York et dans le New Jersey, des communautés qui sont tout à fait présentes et actives dans cette région du nord-est des États-Unis. Alors, il y a en plus cette greffe qui se fait avec l'univers des super-héros de Marvel. Donc là, dans la série, il y a une petite différence, c'est que ce sont des bracelets magiques qui sont hérités de sa grand-mère et qui marquent son appartenance à une lignée, on va dire, de surhommes. Il s'avère que ce sont en quelque sorte des djinns bienveillants, des esprits bienveillants. Et donc, ce point est tout à fait intéressant parce que ça introduit cette idée des bracelets hérités du passé. Ça introduit une idée tout à fait originale et un petit peu différente aussi par rapport à d'autres super-héros dans l'univers Marvel. C'est l'idée de la filiation, de l'histoire et du passé. Et donc, c'est là, c'est pour cette raison, je crois, que cette série m'a tout à fait, on va dire, interpellé, m'a intéressé au plus haut point. C'est comment on a introduit un événement tout à fait tragique, tout à fait grave, qui est celui de la partition, comment ça a été intégré dans cet univers, on va dire, comme je disais, un univers pop, un univers assez léger, des super-héros. Voilà. Oui, Paul, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous évoquez sur la partition. On l'a déjà évoqué dans les autres émissions autour de l'Inde. On voit vraiment que ce moment de 1947, il y a une vraie fracture qui s'est faite dans la société, on va dire, indienne au sens large, entre musulmans et hindous. Fracture qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec une partie de l'extrême droite hindoue d'ailleurs, qui est assez virulente encore à l'heure actuelle. Vous l'avez déjà montré dans une autre émission, mais j'aimerais que vous développiez autour de ce thème-là parce que c'est très intéressant. On sait aussi qu'à travers les comics, on peut faire passer un message politique et historique. On l'a bien vu, les comics se sont développés pendant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis comme ennemis. Et on a vu le glissement petit à petit, notamment de Captain America, qui petit à petit va défendre le monde contre des étrangers, des extraterrestres qui se rapprochent des communistes. Donc on voit bien, c'est pas nouveau ça dans les Marvel, ce côté historique. Oui, tout à fait. On retrouve ça, oui, tout à fait, avec Captain America, la présence de la Seconde Guerre mondiale, les nazis, et ensuite la présence de la guerre froide.
On trouve aussi dans un autre univers qui est celui des X-Men, le célèbre personnage de Magneto, qui est un survivant de la Shoah, et c'est un point très important de son histoire, et ça fait partie de ce qu'on appelle, dans son arc narratif, c'est quelque chose de tout à fait fondateur, cette présence de la Shoah. Mais j'ai l'impression euh, que c'est quelque chose, que cette représentation avec des éléments tout à fait reconnaissables, tout à fait nommés et non pas un peu réinventés. Hein. Dans Captain Marvel, les nazis et ensuite les communistes sont, comment dire, réécrits, réinventés. On les devine. Et donc aussi, comme vous dites, dans beaucoup d'œuvres de comics et aussi dans toutes beaucoup de productions cinématographiques et télévisuelles de l'après-guerre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on remet en scène un moment fondamental de la partition. Alors, rappeler très brièvement la partition, je dirais que c'est vraiment, euh, même, comment dire, quasiment 75 ans plus tard, la partition, c'est l'événement postcolonial absolument traumatisant du sous-continent indien. Comme vous le disiez, c'est un moment où les Britanniques ont, par la force des choses, ont été contraints ou ont eu la lâcheté, je ne sais pas trop comment dire, sans juger, eh bien de découper leur ancien empire, le Raj, ce qu'on appelait les Indes, eh bien, en deux États, alors qu'au départ, il semblait plus raisonnable de faire de faire une fédération de différentes nations. Et là, donc, c'est deux États totalement différents qui sont nés. Donc, un pays à majorité musulmane, le Pakistan, qui veut dire, en persan, le Pakistan, c'est le pays des purs, et de l'autre côté, la République indienne, qui s'affichait laïque. C'est un événement traumatique, premièrement à cause du nombre de massacres qui se sont produits lorsqu'il y a eu des transferts de population. Les gens, du jour au lendemain, se sont réveillés d'un côté ou de l'autre de la frontière, et souvent du mauvais côté. Ça s'est accompagné de pogroms. On peut parler de pogroms au Pendjab, absolument épouvantables. Des hindous, des milices hindous, des sikhs ont massacré des villages entiers de musulmans, et réciproquement, des milices musulmanes ont massacré des villages à majorité hindoue et sikh. L'image forte que l'on a gardée et qui résume ces mouvements de population et les massacres qui les accompagnent, eh bien, c'est l'image du train. L'image des trains qui transportaient des voyageurs épouvantés, des réfugiés d'un côté ou de l'autre de la frontière, et ces trains étaient parfois interceptés et les gens étaient massacrés, brûlés vifs, égorgés, éventrés. C'est une image qui a été, cette image du train, comment dire, du train fantôme, si on veut, qui transporte tous ces morts, c'est quasiment la métaphore centrale de la partition. Et pour moi, on a ce côté tragique qui est présent dans Miss Marvel, et ça rejoint comme vous disiez, ce côté poreux des comics et illustratif de l'histoire contemporaine. Mais ce qui est vraiment très particulier, c'est qu'on voit vraiment la tragédie, on se la prend en pleine face, la tragédie de la partition. C'est-à-dire que cette Miss Marvel, Kamala, eh bien, son passé et les blessures, les fractures qui l'accompagnent, eh bien, tout ça, c'est essentiel à son identité pakistanaise. C'est-à-dire, elle est américaine, mais il y a ce côté pakistanais qui est celui de la fracture, celui du trauma, dans le sens de répétition d'un événement dont on ne peut pas parler et qui revient comme ça, sans que l'on peut nommer. Et là, ce trauma, cette violence, elle est nommée dans un épisode en particulier, c'est l'épisode 5,
et qui est tout à fait, j'ai trouvé tout à fait, vraiment très réussi. C'est à la fois complètement Marvel, elle a ses super pouvoirs, elle peut voyager dans le temps, etc. Et en même temps, on a visuellement et du point de vue narratif quelque chose qui évoque en plein les événements de la partition avec, j'ai trouvé des citations visuelles d'une série de photographies très célèbres qui avait été publiée dans Life Magazine de la photographe Margaret Burke White, qui était allée photographier les camps de réfugiés dans le nord de l'Inde et qui a photographié. Ce sont des images qu'on peut appeler iconiques. Si on regarde si on tape Google partition train, on tombe sur ces photographies de trains avec des réfugiés sur les toits avec des baluchons, etc. Et on retrouve ces images littéralement qui sont citées dans la série. Et je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait original dans l'univers Marvel, et en tout cas chez Disney. Chez Disney+. Donc, on a en plein une séquence de panique, de terreur, de personnages qui sont réfugiés. Alors, dans l'intrigue, il y a un côté un petit peu merveilleux, un petit peu magique, c'est-à-dire que Kamala découvre que, en fait, c'est elle-même, elle peut voyager dans le temps, et c'est elle qui a pu aller en 1947, qui a pu aller sur le quai de la gare, sauver sa propre grand-mère qui s'était perdue dans le flot des réfugiés et la ramener à son père et ainsi assurer la lignée, assurer la descendance. Euh, donc, je trouve que c'est tout à fait original de présenter, comme je disais, les musulmans aux États-Unis n'avaient pas exactement bonne presse. Il y a un côté, je trouve, profondément didactique dans cet épisode, de montrer les musulmans comme des victimes de l'histoire postcoloniale et des victimes de guerres, comment dire, de tensions interethniques, interreligieuses. Euh, donc, je trouve tout à fait original. Comment dire, les épisodes sont courts. Donc, c'est comment dire, c'est 15-20 minutes. Je trouve tout à fait original cette relecture de Marvel est tout à fait pertinente, qui donne ça donne à voir quelque chose et c'est original. Cette relecture de Marvel, de Kamala, qui littéralement se retourne dans le passé, c'est-à-dire qui explore les traumas familiaux pour sauver sa grand-mère, c'est-à-dire pour sauver sa propre identité. Et donc, on voit que là, les super pouvoirs sont avant tout au service du trauma familial et quelque part au service de son identité pakistanaise. Et donc, j'ai trouvé fascinant cette superposition du récit Marvel des origines, l'acquisition de super pouvoirs par X raisons, par transformation, par exposition, ou par le fait qu'on appartient à une race supérieure non humaine. Et en même temps, cette greffe des fractures, de cette énorme fracture, ce non-dit, ce trauma qui hante toujours à l'heure actuelle le sous-continent indien. Comme vous disiez, Nicolas, en grande partie, la politique intérieure du gouvernement Modi, qui est tout à fait de Premier ministre indien, qu'on peut qualifier de fasciste, fascistoïde, enfin voilà, très 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 à droite, effectivement repose sur la haine des musulmans et a reposé beaucoup sur comment dire, fermer ce chapitre de la partition et clore la question du Cachemire. Et du côté pakistanais, eh bien c'est quelque chose qui n'est toujours pas digéré, avec l'idée que les Pakistanais se sont fait avoir pendant la partition. On leur a volé les 2 tiers du Pendjab. Ils se sont fait voler dans comment dire, lorsque la ligne de frontière a été dessinée. C'est vraiment cette idée que les Pakistanais ont été les dindons de la farce. Alors, ce qui est aussi intéressant, je crois, dans les critiques que j'ai pu lire, à la fois
les très nombreuses études critiques universitaires que j'ai pu lire sur le roman graphique et sur la série, cet aspect, curieusement, a échappé à la plupart des spectateurs et des lecteurs. On insiste beaucoup sur l'aspect multiculturel et l'aspect féministe, mais cet aspect de la tragédie de l'histoire, de la présentation du trauma, a été un petit peu passé à l'as. Et je voulais voilà, saisir cette opportunité avec vous aujourd'hui pour parler de cette série que je trouve tout à fait originale. On arrive, Paul Verret, au bout de cette émission sur Miss Marvel et Peut-être le moment de voir en conclusion peut-être la place de cette série dans ce qu'on appelle les cultural studies, c'est-à-dire de voir comment aussi, quelque part peut-être, ces séries tirées de comics et diffusées en grande partie d'ailleurs sur Disney+, viennent aujourd'hui tenir presque une place centrale hein, dans l'univers sériel pour les adolescents et j'allais dire aussi pour les adultes et jeunes adultes. Oui, merci, jeunes adultes. Je me sens pas tout à fait concerné, mais bon, oui, plus sérieusement, ce qu'il y a et si on prend un peu de recul, si on fait une méta-analyse également de cette série, si on voit dans quel contexte des cultural studies elle s'intègre, comme je disais, il y a énormément de publications, ça a beaucoup intéressé des universitaires, en particulier dans tout ce qui est le monde universitaire anglo-saxon au sens très large, parce que c'est une série qu'on peut qualifier un petit peu d'intersectionnelle. On a des lectures, bien sûr, post-coloniales, où on insiste bien sur la présence de l'islam, la présence des rites de femmes voilées, etc., qui sont américaines, qui s'intègrent tout à fait, et en même temps des lectures féministes. Hein, quand je parlais de empowerment tout à l'heure, donc ça, on pense aussi à d'autres séries. She-Hulk, par exemple, qui est en train d'être diffusée sur Disney+. Voilà, une série avec une héroïne voilà, forte qui n'a pas besoin des hommes. Et en même temps, le point commun aussi, c'est ce côté très second degré, autoréférentialité assumée. Et le personnage, l'actrice, enfin la façon de jouer, il y a cette espèce de décalage qu'on retrouve aussi dans d'autres séries comiques, c'est ce décalage un petit peu, elle est gauche, on a l'impression qu'elle va comment dire, briser le quatrième mur, parler aux spectateurs. Elle ne le fait pas dans cette série, mais vous voyez un petit peu le genre. Donc, il y a une espèce d'ironie assumée. Elle ne croit pas trop à ses pouvoirs, elle parle comme une ado, etc. Donc, il y a ça qui fonctionne tout à fait dans les nouvelles incarnations, également cinématographiques de Marvel, dans le nouveau, je crois qu'on en est au troisième cycle des séries, je parle des films, des super-héros Marvel. Et donc, il est prévu qu'elle intègre un film, qu'elle intègre le MCU dans un prochain film aux côtés du personnage de Captain Marvel. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir à la fois du point de vue de l'économie des séries, l'économie de Disney, comment ça marche, cette espèce de centrifugeuse. Hein. Toujours Disney et Marvel, cette capacité à intégrer des récits ou des mythes totalement ancrés. Je pense en particulier à Thor. Tous les mythes nordiques et d'en faire quelque chose de complètement différent, ou bien aussi tout ce qui est afrofuturisme qu'on retrouve aussi dans les films. Et donc, c'est quelque chose qui tient à la fois d'un calcul, bien sûr. Il pense très certainement au marché du sous-continent indien, marché Asian au sens très large, tous les, donc comme c'est un public de chaînes payantes, c'est quelque chose, c'est très segmenté, c'est quelque chose qui va très certainement marcher très très fort dans le sous-continent indien, en Inde
Pakistan, enfin, ils sont un petit peu moins équipés, ça concerne moins de monde, mais disons, proportionnellement, ça va quand même toucher des millions de téléspectateurs. Donc, ce point de vue financier, mercantile est bien sûr à prendre en compte. Mais en même temps, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est cette prise en compte de l'histoire et toute cette idée du va-et-vient historique, du va-et-vient entre le silence et le trauma. Et au final, c'est un message qui peut bien passer parce que ce sont, comme je disais tout à l'heure, des minorités ethniques positives, c'est-à-dire qui véhiculent des images quand même, des valeurs, qui véhiculent des valeurs conservatrices et qui font toujours montre du souci de s'intégrer. Et donc, en conclusion, c'est tout à fait original, je reviens sur cette originalité, cette jeune musulmane d'origine pakistanaise, c'est quelque chose, il y a 20 ans, qui aurait été un petit peu difficile à imaginer, et en même temps, l'originalité de questionner l'histoire et le traumatisme de l'histoire. Merci beaucoup, Paul, donc, pour cette analyse. C'est vrai que c'est toujours intéressant de discuter avec vous de l'Inde et du sous-continent, hein, pas que de l'Inde, du Pakistan. On l'a évoqué aujourd'hui parce que effectivement, c'est une partie de l'histoire que l'on connaît peut-être ici moins. Et petit à petit, avec cette mondialisation aussi des séries, due d'ailleurs, vous l'avez dit, aux plateformes, hein, que ce soit sur Netflix, que ce soit Disney+ ici, on a cette diversité qui apparaît et donc on peut voir des espaces que l'on connaît moins. Et vous l'avez dit, on s'entend peut-être pas à parler de l'Inde, de la partition de l'Inde dans un Marvel, et pourtant vous nous avez fait découvrir tout ça aujourd'hui. Alors vous avez fourni, comme toujours, hein, Paul, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com, et puis n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur le @histoiresérie ou le groupe Histoire en série sur Facebook. Vraiment, Paul, merci, et puis à bientôt pour une émission en anglais ou alors une autre émission en français avec moi sur les Indes de façon générale. À bientôt. Merci beaucoup, Nicolas. Ce sera avec grand plaisir. À très bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel logistically, such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I'm missed again, you want to offer up.